Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le dimanche 26 avril, il est 22h35 et on se retrouve pour une petite lecture, récit, conte, légende, toujours de mon livre La Lune de Bise de André Villermoz. Et là, nous allons lire une histoire. Est-ce qu'elle est longue ou pas? Ouais, il y a 12 pages. C'est une petite histoire. Donc, qui se prénomme Le Cavalier de la Tourbière. Je m'en fous de ça. Oh là là, c'est pénible. Une odeur de je sais pas quoi dans le nez. Bon, c'est parti. T'es chiant toi, laisse-moi tranquille. Allez. Le cavalier de la Tourbière. Le Zoual, au tremble, c'est du moins ce qui s'était dit par le monde, avait trouvé la poisse dans son berceau, si tant est qu'il eût jamais un berceau pour y exhaler ses premiers vagissements. Il naguit le 13e et bon dernier d'une marmaille qui poussait dru dans le grand air des sapins. La mère, une robuste femme, portant, mourut en lui donnant le jour. Cela choqua très fort plus d'un esprit crédule, et l'on ne manqua point d'en déduire que le drôle qu'on avait par hasard affublé d'un nom à dormir debout porterait tôt ou tard malheur à son voisinage, puisqu'il avait déjà osé le faire en compensation de sa première tétée. Qu'est-ce qu'on ne va pas chercher quand la fièvre de la jalousie vous amollit la cervelle? Le Zoual grandit sans se douter de rien, élevé à la diable par un paternel qui vivait quasiment en marge des lois. Expédient à l'école quand ça lui chantait, sa turbulente progéniture tirant le maximum de cette bonne douzaine de bras qui ne lui coûtait que quelques bouchées de pain, de seigle et une beurotée de patates. Le tremple, ainsi l'avait-on surnommé à cause d'un mal mystérieux qui l'agitait par moments de la tête aux pieds. Le tremble n'était pas un mauvais bougre, mais il avait sa manière à lui, pas très catholique, disait, en branlant du chef, le pasteur du pays, d'aimer et d'éduquer ses enfants. Dans son obstination, excusable par ces temps difficiles, se souciait-il fort peu d'imiter un certain Rousseau, dont on parlait beaucoup chez nos voisins du canton de Genève. Il se trouvait d'ailleurs en ces années-là, ce qui mettait fort en vers la philosophie de Ferney. Crève la vache, crève le veau. C'est la faute à Rousseau. Fredonnaient les méchantes langues. À quoi les esprits des veaux rétorquaient. Crève les champs, crève la terre, c'est la faute à Voltaire. Le tremble, quant à lui, n'avait cure de tous ces racontars. Il n'éprouvait de penchant ni pour la tradition, ni pour les idées nouvelles. Les siennes lui suffisaient. Cela devait, au demeurant, se retourner un jour contre lui. Mal nourri, mal vêtu, proie facile pour les épidémies de toutes sortes qui battaient fréquemment la campagne, la tribu tremblotante, comme on disait avec une cruelle ironie, fut proprement décimée en quelques saisons. Si bien qu'il y eut que 5 à franchir non sans peine le seuil redoutable de la majorité. Une fille qui répondait au doux nom porte-bonheur de Vitaline, 4 garçons, dont le Zoual, qui ne fit rien de plus que les autres pour trouver place dans ce quatuor de survivants. Ce maigre restant de dynastie allait encore s'amenuiser. L'aîné, qui passait pour une tête brûlée, commit la lourde bêtise d'assommer le syndic d'un fermier général, ce qui lui valut d'être bien vite expédié aux galères.
avec assurance de n'en jamais revenir. Je suis désolée. Quant aux deux autres, furieusement déçus d'avoir pendant plus d'une décennie tiré le diable par la queue, ils s'engagèrent dans les dragons du roi. Le métier en question ferait sans doute la garantie d'une existence à peu près convenable, moyennant, quoiqu'il laissait aux postulants le minimum d'espoir de faire un jour de vieux os. Mais, foin de dragonnade et de galère, le Zoïle au tremble se retrouva seul avec la Vitaline et un vieux père. Tellement et si souvent secoué de spasmes et de tremblotes, qu'il finit par en trépasser. La gangiote attendait par là, je suppose, la ferme au tremble, quand il s'agit de faire valoir, sans méchanceté du reste, les défauts de leurs congénères, les gens de la montagne ont de la suite dans les idées. La gangouillotte, flanquée de deux frênes puissamment chevelus, exhibait sa façade grumeleuse au sommet d'une crête souvent fouettée par le vent du nord. Si la bise franche à cause d'une bosse opportunément placée un peu plus haut que la bâtisse ne faisait qu'égratiner son toit de tavaillon. La traverse, à maintes reprises et sans retenue, venait cingler sa muraille basse du côté des écuries. Si bien que par les hivers de grosse neige, les deux portes dont le bois écaillé avait pris la blancheur de la vieillesse disparaissaient sous une énorme confière. Il est certain que la gangiote tenait de ses propriétaires, gens soupçonneux, autant par nécessité que par tempérament, une réelle prédilection pour le camouflage. Tournée du côté de l'est, la façade se sentait plus à l'aise. Chaque matin, vers les 6 heures, elle clignait de ses paupières grises, bâillait 2 à 3 coups sous les premiers frissons de l'aube, puis s'éveillait, tout à fait. La blondeur du soleil levant, caressant avec une sorte de tendresse la vieille peau rongée de lassitude, y allumait un timide sourire. Pourquoi ce pauvre visage, si durement marqué par l'infortune, avait-il eu envie de sourire? Tant de voix, pourtant de musique et de parfum montaient vers lui dans la lumière. Des matins radieux l'enveloppaient, l'investissaient et avec une douce obstination tentaient de lui délivrer de sa pesanteur. En automne ou en hiver, parfois, le brouillard s'élevait sur la valserine, par la trouée de Magra. Il y avait alors vite fait d'envahir de son flot laiteux la longue combe des closettes. Ces vagues fraîches, ourlées de rose par le soleil levant, venaient battre la pente à mi-hauteur. Le Zoïle, qui regardait de sa fenêtre, ne trouverait point du tout à son goût l'inquiétante incursion de ce vertige blanc. L'appel du large, pour lui, venait pas de l'est. Lui, il était l'homme du nord, le compagnon de la bise, dont il aimait la musique farouche quand elle montait, puissante et continue aux grands orques des sapins. C'est du côté du nord que le poussait le hasard d'une promenade. C'est vers le nord, toujours le nord, qu'il devait marcher pour atteindre les fermes des voisins, ceux du moins qu'il fréquentait. J'ai vite fait le tour de la compagnie, qu'il disait, avec une moue dont on ne pouvait savoir si elle était d'amertume ou de satisfaction. Le Zot est devenu, pour ceux qui le connaissaient ou qui prétendaient le connaître, le gars qui ne perdait jamais le nord. Bien que positivement son esprit, dont on savait qu'il était fragile, commença de battre un peu la campagne. Ce qui donnait au Séraphin du Margouillat l'occasion de lancer à son encontre
une de ces remarques sentencieuses et prophétiques dont il était coutumier. Savoir si des fois c'est Pôle Nord qui le perdra. Ne croyez surtout pas que le Zoïle était devenu par hasard ou par goût l'homme de cette direction. Peut-être en aurait-il été tout autrement si la Mélusine au Bécan n'avait jamais fréquenté la ferme du Tremble. Cela remonte à une de ces veillées d'hiver où il l'avait entendu conter avec force détail l'histoire du cavalier de la Tourbière. Il y a de cela bien longtemps, mais qui donc pourrait s'en souvenir à part la Mélusine qui savait tout ou croyait tout savoir. Les bons moines de l'abbaye de Chaiserie tenaient en paix toute la vallée de la Valserine, de sorte qu'on y respirait d'un bout à l'autre de l'année un suave parfum de paradis. On allait jusqu'à prétendre que le lait des vaches, broutant l'herbe de cette terre bénite, avait une saveur à nul autre pareille, que l'on ajoutait même, ceci dit sans ivérance, que cette richesse gustative l'empêchait de tourner. Mais qu'est-ce que tu bouffes? Mais t'en as pas marre? Sans déconner! Ah mais dégage avec tes conneries! Je sais pas ce qu'elle bouffe, mais elle m'énerve, elle vole tout! Plastique, papier, elle a une gamelle pleine! Tu vas ramasser, Anouk, à force, hein! Tu vas apprendre à... Oh! Ça, c'est mes affaires maintenant, c'est basta! Non, non, non! C'est bon, là! Bref, ça m'a coupé la chic. Entre les bords de la rivière qui, par endroits, se débattaient dans l'étranglement d'une gorge et le haut de la montagne, du côté de l'ouest, il n'y aurait peut-être jamais eu la moindre connivence. Ceux d'en bas n'auraient sans doute jamais eu l'idée de pousser quelques incursions vers la pente du Chalam ou du Crézeau-Merle, s'ils n'avaient point remarqué à main gauche, quand on remonte la vallée, cette entaille au milieu de la forêt, d'abord étroite, puis s'élargissant plus haut, beaucoup plus haut, en une conque de verdure aux lèvres de laquelle il voyait, certains soirs, la brume couchante, moussée comme une écume rose. Il doit faire bon là-haut, vivre tout seul, en sentinelle sur le ciel, songeait, du moins on l'imagine, le frère Vulpinien, qui se trouvait bien à l'étroit dans sa cellule et s'y débattait moralement comme une grenouille au fond de son bocal. Bref, une grenouille de bénitier, quoi, c'est un moine, hein. Putain. Sentant son être de plus en plus travaillé par l'attraction céleste, il en fit confidence au Père supérieur qui sagement résolut de ne point poser les lois de la pesanteur et d'aussi noble élan mystique. Et notre frère Vulpinien, le cœur empli de gratitude, s'en fut par cette brèche providentielle où le maître du destin des hommes l'appelait. Bientôt une petite cabane en planches de sapin, tout embaumée de résine, se dressa sur une espèce de promontoire à l'endroit même où le ruisseau de Magra descendait du Chalam, dessine un angle droit et, sans prendre le temps de souffler, exécute plusieurs cabrioles avant d'aller se perdre dans le creux de Manan. La croix que le solitaire avait placée
sur le petit fronton avait tourné vers le haut et, par une sorte d'inspiration divine, regardait du côté des épaisses forêts où se dissimulaient les chaux du Ramble et du Tamisset. Dès lors, les pauvres masures dont le cœur en ces lieux battait au rythme d'une nature austère sentirent passer sur elles des effluves qu'agrémentait une certaine odeur de ciel. L'endroit fut appelé la passe de l'ermite, mais, au dire de la museline, la présence du saint homme ne fut point humée par tous avec la même délectation. Il s'avéra bien vite qu'elle venait même en déranger une autre. À moins d'une lieue de là, à vol d'épervier, sur la crête qui court en avant du Chalam et qui paraît d'en bas, l'affublée d'une bosse, se profilait la silhouette d'un castel dont le maître avait conçu, pour on ne sait quelle raison, le funeste dessein de s'oquiner avec le diable. Fort et fier de ces ténébreux patronages, le vilain sire de Pierre-Longue ratissait les combes au galop de son noir destrier, tourmenté de 1000 méchancetés les pauvres paysans du Chalamont. Rançonnés et détroussés, sans vergogne, ceux qui amenaient en cette contrée sauvage le goût de l'aventure ou le besoin de commercer entre le petit domaine de Chaiserie et la grande terre de Condat. C'est Conde, Condat. Je vous dis. Ça, vous vous situez un petit peu près où est l'histoire. Normalement, si je ne me trompe pas. Or, il advint un jour ce que l'on pouvait craindre. Le frère Vulpinien, s'étant avisé de prendre sous sa protection l'un de ces malheureux, reçut en travers du corps la dague du bandit. Que le ciel te maudisse, abominable suppôt de l'enfer. Eut-il encore la force de lui jeter au visage en embauchant un signe de croix. Mais le bon frère se repentit presque aussitôt d'avoir été si dur en ses paroles, battit sa coupole 3 fois et rendit l'âme dans un sourire. Sans même faire à sa victime l'aumône d'un regard, le cavalier au cheval noir remonta comme un éclair livide la longue combe des Closettes, franchit d'un bond sur sa gauche la croupe boisée de la colline qui secoua d'un grand frisson de peur et piqua droit sur la tourbière des oublis. Je regarde le temps de ma vidéo. À peine s'était-il engagé dans cette espèce de savane faume, criblée de boursouflures et de trous fangeux, qu'un cri strident déchira de bas en haut le ciel où grimaçait un nuage de soufre. On ne sait pas exactement ce qui s'ensuivit, mais l'on a raconté que le sol mou de la tourbière se souleva d'un bloc, se fendit sur toute la longueur, que la bête, un instant cabrée et secouant avec frénésie sa crinière, où l'homme farouchement s'agrippait, fut prise dans un tourbillon, puis tout disparut en un clin d'œil, aspiré par ce gouffre, gargouillant, qui se referma presque aussitôt. Quiconque serait passé quelques instants plus tard en ces parages n'aurait certainement rien remarqué d'anormal, mais la sombre histoire du cavalier de la tourbière continua par la suite et pendant longtemps de hanter les esprits crédules. Il n'était pas une veillée d'hiver où la Mélusine ne jeta dans le brasaillement de l'âtre, comme pour en attirer certaines flammes maléfiques, des brides de cette légende que traversait toujours le hennissement d'un cheval noir. L'une d'entre elles devait sans doute remarquer le Zeuil pour le restant de ses jours. On était alors à la mi-janvier de cette année-là qui commençait sous le signe du malheur. La mort, une fois de plus, qui était passée à la ferme du Tremble, bousculant à peine les habitudes,
repoussant seulement d'une huitaine la veille des rois à laquelle, pour rien au monde, on n'aurait voulu renoncer. Je pas envie de perdre ma vidéo. Bien qu'elle ne fût pas tellement de bonne compagnie, on invitait la Mélusine. On raffolait de bonne compagnie. On raffolait, de ces histoires qu'elle entrelardait de détails horrifiques et faire sursauter dans sa quiétude l'âme des bienheureux. Savez-vous, disait-elle, il revient là-bas de temps en temps. Son cheval est plus noir qu'une nuit sans lune. Ses yeux jetant des flammes qui font crépiter les herbes de la tourbière. Instinctivement, le Zoïle, qui n'était encore qu'un enfant, malgré ses 15 ans révolus, se rapprocha de la fenêtre. Sa grosse tête rougeaude s'y colla, presque indifférent au froid qui, du dehors, festonnait de givre les carreaux. Son haleine tiède fit une trouée de transparence. Son regard, échappant aussitôt par là, descendit vers le bas de la combe, chercha fiévreusement à discerner les contours de la tourbière qui estompait une brume blafarde. Il revint. C'est sûr, le cavalier noir poursuivait la Mésuline. Il peut toujours revenir, mais prenez garde. Bonnes gens de la montagne, savez-vous que ceux qui furent assez fous pour s'aventurer jusque là-bas n'en sont jamais revenus? Il y eut un cri du côté de la fenêtre. Le Zoïle s'était brusquement reculé, debout, tremblant comme une feuille. Le doigt pointé vers le dehors. Là, je l'ai vu. On a bien eu du mal à le calmer. Il fallut l'emmener coucher, la veiller. Il fut malade pendant plus d'une semaine avec de la fièvre et le délire. Les mois passèrent, les années aussi, poussant vers la ferme du Tremble, avec leurs sautes d'humeur et leur colère, les flots invisibles du temps. Le vieux bâtiment, tant bien que mal, était resté debout, ayant tout de même perdu la plus grande partie de son équipage. Le Zoïle, on vous l'a dit, n'avait rien fait pour décrocher cet honneur, insigne d'être le dernier représentant mâle de la tremblante dynastie. Le dernier, mais en quel état, bien sûr. Il pouvait encore s'occuper des bêtes, quelques vaches, à cause du lait et du fromage. Il a encore suffisamment de force dans les jambes pour s'en aller, une fois par mois, faire les courses au village d'en bas. C'est dans sa tête que ça ne marchait plus très bien. Un gouillat de mauvais songes, comme disait le modeste Théramas. Un gouillat où mijotait l'idée de cette aventure, à certains indices prévisibles qui devaient être la dernière. Franchir le cap de la cinquantaine n'était point à cette époque à la portée de tous. Le Zoïle venait pourtant d'y réussir. Il y gagna une fluxion de poitrine dont il se remit contre toute attente. La Vitaline, experte en l'art d'accommoder certaines plantes à médecine, jugea nécessaire, après l'avoir tiré des griffes de la mort, de lui remonter l'âme, mais en s'appliquant de son mieux, en lui ravigoter les abattis. Le Zoïle, pour commencer, supporta plutôt mal ces attentions, jura, grogna, puis finit par se laisser faire. La mère, morte, on le sait, en accouchant de son 13e rejeton, le héros bien involontaire de cette sombre histoire, était une sainte femme. La Vitaline n'avait vécu à peine plus d'une demi-décade dans son giron. Mais cela avait suffi pour que la sève des vertus chrétiennes pût en elle, heureusement, faire mûrir quelques bons fruits. Pendant la maladie du Zoïle, elle s'était mise en tête de lui débiter quelques versets de la vieille Bible qu'elle tenait de sa mère, comme une relique, et dans lequel elle avait appris la lecture. Le bon curé du village d'en bas avait fait la grimace en feuilletant d'un doigt.
J'arrive pas à tourner ma page, merde. D'un doigt soupçonneux, les pages fripées du Saint-Livre. Il vient de Genève, disait-il, et il sent le protestantisme. La Vitaline n'entendait rien à ces subtilités exégétiques. De Genève ou d'ailleurs, c'était tout de même pour elle le livre du bon Dieu. Et puis elle constatait, en observant le Zoïle, ça n'a pas l'air de lui faire de mal. Mais un soir, elle commit une imprudence dont elle ne devait sans doute jamais comprendre la gravité. Comme on venait d'entrer en avant peut-être, voulut-elle glaner quelque chose du côté de Saint-Mathieu. Mais ses doigts se trompèrent une dizaine de pages. Avouez que c'est peu pour une Bible, et s'égarèrent sur un extrait de Zacharie où il était question d'un rouleau volant. Comme elle avait un certain goût pour l'étrangeté, elle ne chercha par ailleurs pas plus loin, et les mots se mirent à défiler, montant avec une résonance de mystère accru dans le pénombre de la pièce. Le char, aux cheveux noirs, partit vers le pays du Nord. L'ange m'appela, et il me parla en ces termes. Vois, ceux qui sont partis vers le pays du Nord ont apaisé mon esprit dans le pays du Nord. Le Zoïle tressaillit brusquement. Ses yeux parurent s'agrandir comme s'il venait d'entrevoir au-delà de la flamme qui dansait dans la vieille cheminée quelques visions fascinantes dont il était le seul à connaître le secret. Le lendemain matin, c'était son jour de commission. Par le sentier du bois qui plongeait sur la combe des oublis, le Zoïle s'en alla vers le village d'en bas. La Vitaline ne pouvait pas savoir que le dernier des Trembles était parti tout bonnement en direction du nord, vers le pays dont l'on ne revient pas. Comme le soir, qui tombe vite en cette saison, n'avait ramené personne, la Vitaline se dit qu'il avait peut-être été retenu par une connaissance. Le jour d'après, elle jugea bon d'alerter les voisins, qui parurent à demi surpris. Leur instinct, quelques pressentiments peut-être, les conduisait du côté de la tourbière, sur la bande de terre dépourvue de végétation, et passablement détrempée par la pluie de l'avant-veille. Ils remarquèrent des traces de pas qui venaient du fond de la combe et qui suivaient, semble-t-il, près d'aborder la zone marécageuse, une trajectoire hésitante. Les traces se perdaient dans un fouillis d'herbes sèches, réapparaissaient un peu plus loin pour s'arrêter net sur le rebord d'une crevasse. Ils y découvrirent le corps du Zoïle, dont seule une partie du dos émergeait. Les herbes qui dissimulaient à peu près complètement le piège de cette eau tourbeuse avaient été saccagées. Il était évident que le pauvre Alameux, en se débattant, avait tenté désespérément de s'y cramponner. Mais pourquoi était-il venu jusque-là? S'était-il égaré? Quelque funeste projet l'y avait-il conduit? À quoi bon toutes ces suppositions? À quoi bon vouloir expliquer ce qui ne peut pas l'être? Les habitants de la combe et d'ailleurs rendirent au Zoïle du Tremble, resté jusque dans l'éternité, mystérieusement l'homme du Nord et le compagnon de la bise. Les honneurs funèbres qui venaient à son destin tragique. La Vitaline, de son côté, supporta son chagrin avec une étonnante et louable dignité. Quelques jours plus tard, alors que le soleil, en se couchant, drapait de la tourbière, des oublis d'un long voile de pourpre, elle vint s'asseoir vers la fenêtre. Elle eut alors l'idée d'ouvrir la vieille Bible à l'endroit même qu'hélas, elle connaissait trop bien. Ses yeux, longuement rougis par les lames, brillaient maintenant d'une lueur tranquille, s'éclairaient d'une sérénité dont la douceur indiciblement la pénétrait jusqu'au fond de l'âme. Il fixait sur le livre inspiré les mots révélateurs dont jamais plus il ne pourrait se détacher.
Ceux qui sont partis ont apaisé mon esprit dans le pays du Nord. Voilà. Lapès, les Nerbief, décembre 1978. 2 secondes. C'est parce que Missy, elle grattait la porte, à nous petits chiants, bref. Voilà. Bah ouais, c'est quand même une histoire un peu tristoune parce que bon, sur 15 quand même, hein, 13 enfants, le père, la mère, au final, il restera que la fille. Ils ont tous été des signes où c'est clairement allé suicider le papa. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, voilà, je pense que quand j'aurai fini ici, il faudra que j'en retrouve un. Je sais pas trop encore lequel, voilà, on verra. Je suis pas encore, on n'est pas là. Bref, je vous souhaite une bonne nuit, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de ceux que vous aimez, c'est important. Et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.